Peut-on être heureux dans un monde de compétition pour l'argent, le pouvoir et la notoriété? Bonjour et bienvenue dans le podcast Un avenir désirable potentiel des humains. Le podcast qui permet de comprendre comment nous pouvons aller bien dans un monde qui va mal. Nous sommes Anne et Gilles. Bonjour. Nous avons mené une réflexion sur la société parce que nous étions inquiets de l'augmentation de l'agressivité dans les relations. Nous avons voulu en comprendre les raisons et aussi chercher comment nous pourrions contribuer à la faire diminuer. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons explicité ce qui sous-tend les relations et nous avons identifié un cercle vicieux de la violence relationnelle. Cercle vicieux que nous avons retrouvé à l'échelle des organisations sociales et de la société. C'est nous, les humains, en tant qu'humanité, qui avons créé le monde dans lequel nous vivons, fait de compétition sociale, de course à l'argent, au pouvoir et à la notoriété, de guerre et de terrorisme, avec en toile de fond une crise environnementale sans précédent. Alors ce n'est pas nous personnellement qui sommes à l'origine de tout ça, nous en héritons, et nous devons y faire face. Dans ce 3e épisode, nous allons témoigner des ressources qui nous permettent d'aller bien malgré tout. Et nous avons le plaisir d'accueillir Valérie, bonjour, qui fera de même. Bonjour Valérie, nous sommes contents de ta présence avec nous et nous te remercions surtout d'avoir accepté de sortir de ta zone de confort pour venir témoigner. Alors, cher auditeur, si je dis ça, c'est parce que Valérie se relève doucement d'un burn-out. Il est survenu suite à un surinvestissement de son travail, un surinvestissement de sa mission qui lui tenait tellement à cœur qu'elle a voulu la mener à bien, alors même que ça aurait nécessité la présence d'une 2e personne. Elle a essayé de faire l'impossible et finalement, elle s'est effondrée. Mais elle est ici avec nous pour partager les ressources qu'elle a mises en œuvre pour retrouver son équilibre. Charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais vous raconter la première chose que j'ai faite quand j'avais 20 ans. J'ai évité les films violents. J'étais allée voir un film qui s'appelle L'amour violet et alors là, franchement, j'avais pas supporté, j'étais sortie, j'avais vomi et c'était l'horreur. Et puis je me suis dit non mais je vais pas m'infliger des films comme ça, donc j'ai arrêté. Alors bien sûr, parfois je me faisais piéger en quelque sorte. Et dans ce cas-là, je fermais les yeux, je me bouchais les oreilles et puis je reprenais le film après. Et puis ce que j'ai fait aussi, j'ai arrêté d'écouter les informations au réveil. Il y a eu un événement déclencheur, là encore. J'avais ma fille avec moi dans mon lit et à 7h, le réveil sonne. Et là, un bon fait divers bien sordide. Et je me dis, oh là là, la pauvre petite qui entend ça juste avant de partir à l'école. Et puis finalement, je me dis, mais moi non plus, j'ai pas envie d'entendre ce genre de choses. Et j'ai basculé mon radio réveil sur une station musicale. Et puis évidemment, ça allait beaucoup mieux. Alors, non seulement j'ai arrêté d'écouter les infos au réveil, mais j'ai aussi arrêté progressivement de les écouter tous les jours. Évidemment, il y a des fois, j'étais pas au courant d'une info, et c'est les autres qui me disaient, mais comment ça, t'es pas au courant? Comment ça se fait? Ça se fait que j'ai pas écouté les infos, c'est tout. Vas-y, dis-moi. Et finalement, c'est pas grave. Ça fait de nombreuses années maintenant que je fonctionne comme ça, et je m'en porte plutôt mieux. Alors, je sais pas, vous deux, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place il y a longtemps? Oui, bien Valérie, si tu le permets, je vais commencer, puisque finalement, je vais évoquer quelque chose qui remonte vraiment à l'enfance. Et puis comme ça, après, on pourra parler de ce qu'on fait de manière plus récente. Donc moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai mis en place, mais c'est plutôt quelque chose qui faisait partie de moi. Eh bien, c'était d'être en contact avec la nature et de bouger parce que j'avais un grand besoin de me dépenser. Par exemple, je me souviens que lorsque je devais aller au patronage, je montais dans le car par la porte de devant et puis je ressortais par la porte du fond pour rejoindre mes copains pour aller pêcher les écrevisses. Alors évidemment, j'ai fini par être découvert. Mais plus tard, ces besoins étant toujours là, j'ai bien sûr trouvé les moyens d'y répondre en trouvant des activités qui me correspondaient et puis toujours en lien avec la nature.
Il y avait autre chose de très présent chez moi, dès mon enfance, c'est que j'avais un besoin de comprendre. Malheureusement, bien, à l'école, en tous les cas, on m'en a dissuadé puisque, il fallait que j'arrête de poser des questions. J'ai arrêté de poser des questions, mais c'est pas pour autant que dans ma tête, j'ai arrêté les questionnements. En fait, pour me sentir bien, il faut que je sache pourquoi je fais les choses. Ça peut énerver les autres et c'est pas reposant. D'ailleurs, quand je fais du sport, là, je ne me pose pas de questions et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'en fais autant. Moi, pour aller mieux, je dirais que c'est tout un chemin, mais qui n'a pas commencé post-burn-out. Auparavant, déjà, pour aller bien dans une société qui se comporte dans un chaos et on arrive à un paroxysme chaotique. Donc, au niveau du travail, par exemple, pour me donner un répit mental ou face à l'oppression, lorsque j'avais des sursollicitations qui étaient exagérées ou extrêmement stressantes, j'avais un réflexe assez amusant. Je contextualisais la situation dans une BD. Et j'y mettais de l'humour. Et j'étais la seule à en rire, mais moi, ça me permettait de... Il y a quand même une manière aussi d'aborder les difficultés et le pouvoir qui est face à soi et qui peut être parfois irritant quand ce n'est pas délétère pour soi. C'est de toujours se mettre dans une situation dans laquelle il faudra essayer de permettre aux relations de s'ouvrir sur d'autres manières de regarder les autres. Je dirais plus précisément, on ouvre des voies dans le domaine de l'empathie qui elle-même va pouvoir aboutir sur la bienveillance et sur l'altruisme. Et une fois qu'on rentre dans ce chemin-là, les agressions de l'autre vont beaucoup s'amenuiser en fait. Oui, Valérie, donc tu parles des agressions. Eh bien, moi, ça me fait penser à l'agressivité que l'on peut trouver dans le sport parce que les compétiteurs sont amenés à comparer leurs résultats. Donc, ça peut susciter de la jalousie et puis malheureusement, parfois de l'agressivité. Cette agressivité, on la retrouve aussi chez les supporters. Alors, on sait bien tous les débordements que cela peut entraîner et à tous les niveaux de pratique. J'ai remarqué de la part des commentateurs lors d'épreuves sportives que parfois, lorsque la rivalité était un peu trop présente, eh bien qu'ils la minimisaient. De plus, cette rivalité, voire cette agressivité que l'on retrouve dans la compétition, eh bien on la retrouve aussi donc au niveau social, dans cette compétition sociale. Et c'est sans doute à cause de ça que beaucoup de gens rejettent la notion même de compétition, entre autres la compétition sportive. C'est dommage et voire infondé parce qu'on peut pratiquer la compétition autrement. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté et je suis pas le seul. Il est possible donc de se challenger lors de compétitions et sans pour autant sombrer dans l'agression ou dans la rivalité. Ça pourrait être la même chose donc socialement, au sein des entreprises par exemple, pour atteindre des objectifs. On pourrait même se challenger pour relever les défis de l'humanité. Alors même si pour l'instant, on sent que on ne prend pas tout à fait le chemin. Je dirais que pour aller bien quand même, il faut trouver un sens à ce que l'on réalise en soi. Et pour ma part, il a été d'aller creuser sur l'intériorité. Et pour aller se raccommoder à l'intérieur, j'ai trouvé une technique qui s'appelle la neurographie. Officiellement, on dit que c'est une technique de psychologie créative qui permet de se défaire des blocages émotionnels et comportementaux. C'est un travail qui se fait entre le conscient et l'inconscient à partir de lignes tout à fait simples, des carrés, des rectangles, des triangles. Et on va construire une histoire. On part d'un thème, par exemple, le rejet. Au fur et à mesure que l'on trace des traits, que l'on apporte de la couleur, c'est un processus en 8 étapes, on fait toujours attention à qu'est-ce que ça révèle en moi, qu'est-ce que ça réveille comme tension, comme émotion, comme ressenti. Et donc on apprend à entrer en contact avec soi-même. Parce que c'est vrai que prise de contact avec soi, quand on dit retour à soi, Qu'est-ce que ça veut dire? intéressant, ouais, ok, d'accord, je fais retour à moi, mais en fait une fois que je suis là à l'intérieur, je comprends rien, quoi, je sais pas où je vais. Je suis revenue à mes premières amours de loisirs, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de dessin et au travers de la neurographie, il existe aussi ce qu'on appelle le neuroart. Ça m'a donné une technique en fait par laquelle je m'exprime beaucoup maintenant dans les couleurs. Et lorsque je pratique mes méditations, j'ai énormément d'idées créatives qui viennent. J'ai aussi découvert la technique du yoga du son, où on va faire vibrer le son à l'intérieur de soi et qui donne du coup accès à cette caverne, ce corps qu'on ne connaît pas, dans lequel on peut rencontrer une force qu'on n'avait pas imaginée par la pesanteur en soi, en fait. Cette résonance profonde qui vient, ça crée un espace
dans lequel le son peut prendre forme et il se crée comme un cosmos intérieur qui se met en résonance avec le cosmos univers. Et là, on entre dans des vibrations et des fréquences où on peut découvrir quelque chose qui n'est absolument pas audible quand on est dans le bruit de la société. Ah, d'accord. Au bout de combien de temps on peut arriver à des résultats? On dit souvent qu'il faut pratiquer quotidiennement, régulièrement. Et j'adhère parce que j'ai constaté dans les pratiques respiratoires, méditatives, de son, si je le fais une fois par semaine, sur le coup, ça me fait du bien, c'est chouette, je passe une bonne journée. Si je le fais tous les jours, j'ai une sérénité intérieure qui fait que j'ai beaucoup moins de difficultés à me concentrer. Et j'arrive à avoir des journées qui ressemblent à quelque chose, en fait, je dirais. Ah oui. Et si je suis confrontée à un stress, j'arrive à y échapper sans rentrer dedans. Si j'ai pas pratiqué pendant 3 ou 4 jours, je vois tout de suite la différence. Il faut de la régularité et il faut s'accorder le temps. Donc, pour ceux qui travaillent, je dirais, essayez de mettre dans vos routines, je vais me lever 1 heure plus tôt, en fait, le matin. Et sur le coup, ça va être dur. Mais quand vous allez récupérer les bénéfices que c'est derrière, voilà, votre heure du matin, ça va devenir un moment sacré que vous voudrez jamais abandonner. Voilà, moi je témoigne de Oui, ça. oui, bien sûr. Je pourrais évoquer plusieurs choses par rapport au plaisir, au bonheur que peut donner une activité lorsqu'on s'y adonne de façon constante, peut-être avec passion, et puis surtout oser se lancer dans des activités. Je n'imaginais pas qu'un jour, je pourrais jouer d'un instrument de musique. Et en fait, c'est qu'à 50 ans, où j'ai voulu faire un sketch de clown, et puis je me suis dit, un clown, ça a une trompette, quoi. Donc, je me suis dit, pour faire ce numéro-là, il faut que je joue de la trompette. C'est extrêmement difficile de jouer d'un instrument de musique, surtout quand on n'a pas les bases. Et en fait, il m'a suffi de rencontrer quelqu'un qui s'est dit, mais lui, il a envie de jouer de la trompette, pourquoi je lui apprendrais pas à jouer la trompette? Et donc, il s'est mis à ma portée pour que je puisse jouer de cet instrument et faire mon sketch. Et pour lui, ça a été autant un challenge de me faire jouer que moi de faire ce sketch. Le jour où j'ai pu jouer des morceaux, mais il faut voir le bonheur que ça m'a procuré. Tel point que là c'est pareil, je ressens la nécessité de jouer régulièrement. Puis surtout c'est que si on joue pas régulièrement, on peut pas approfondir son art, on peut pas progresser. Donc véritablement il faut s'y tenir. Et donc voilà, ça apporte beaucoup de plaisir. Ça me ramène sur ce qui est dit concernant le cœur. On dit que le champ électrique du cœur, il est 100 fois supérieur à celui du cerveau. Et le champ magnétique du cœur, il est 5000 fois supérieur au cerveau. Il y a le docteur Lefébure, concernant la cohérence cardiaque, qui indique qu'il faut travailler au moins 20 minutes par jour. Alors lui, ce qu'il préconise, c'est la respiration carrée. On va respirer 5 temps sur un inspire, 5 temps sur un blocage poumon plein, 5 temps sur un expire, 5 temps sur un blocage poumon vide. Et on reproduit ça pendant 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Parce que c'est à ce moment-là que les échanges avec le diaphragme et les muscles s'opèrent et amènent une détente dos, rein, diaphragme, cœur, ce qui permet de s'ancrer complètement dans le corps. Alors, si notre auditeur a une vie trépidante et happée par un tas d'activités, moi je peux aussi témoigner que quand je parlais de la cohérence cardiaque à mes patients, je leur disais, alors David Servan-Schreiber préconisait lui 3 fois 5 minutes par jour. C'est pas énorme, mais j'avais peu de patients en fait qui s'autorisaient aussi ça. Et même les patients qui n'en faisaient qu'une fois par jour, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils en ressentaient des bénéfices. Sachez, cher auditeur, que si vous avez très peu de temps, vous pouvez déjà expérimenter la cohérence cardiaque, simplement 5 minutes avant de vous lever ou avant de vous endormir. J'avais aussi des patients qui le faisaient avant de s'endormir et qui, du coup, avaient arrêté de prendre des somnifères. Oui, et en fait, ces 5 minutes-là, à partir du moment où on y a goûté, ensuite, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate, que ce soit au niveau personnel ou au travail. Et avant de répondre, on pose tout, 5 minutes de cohérence cardiaque, vous allez voir que vous n'allez pas répondre du tout de la même manière. Et vous allez peut-être générer finalement une valeur ajoutée dans votre réponse, créer une nouvelle voix dans laquelle vous allez pouvoir entendre la demande, le besoin, y répondre tout en apportant quelque chose qui ne va pas créer de distorsion en vous et qui peut-être même va créer une valeur ajoutée pour l'ensemble. Ça vaut le coup d'être tenté.
Moi, en fait, depuis mon plus jeune âge, en fin de compte, c'est l'intuition qui m'a guidé plutôt que la mentalisation de mes actes. Lorsque je prenais une décision, elle était intuitive et elle me nuisait pas, dans le sens où ça me donnait une liberté. À chaque fois que je sentais qu'il fallait que je change d'environnement, je le faisais. Est-ce que c'était de la peur ou est-ce que c'était pour aller vers quelque chose de meilleur? Je ne saurais pas dire, ça a toujours été intuitif. Mais c'est que je pense que l'intuition, elle est plutôt justement du côté du cœur. Notre éducation nous a pas permis d'avoir cette approche, de peut-être qu'il y avait Oui. d'autres sens que l'on aurait pu Oui, développer. donc Tu faut vois? s'en emparer Donc, maintenant. Maintenant, oui, faut faut en s'en avoir parler. conscience, Voilà. voilà. Ouais. Ça me fait penser à une autre ressource que moi j'ai personnellement pour aller bien, enfin le mieux possible dans ce monde, c'est de ralentir et d'alléger le planning. Et ça, je l'avais mis en place quand je travaillais encore. Je m'étais rendu compte qu'on se met soi-même parfois dans l'urgence. Moi, je l'ai payé assez cher parce que je me suis cassé le poignet comme ça, en me précipitant pour aller chercher mon courrier, alors que franchement, il n'y avait aucune urgence. Et donc ça m'a vraiment fait réfléchir. J'ai vraiment ralenti. Et aussi, du coup, progressivement, j'ai appris aussi à renoncer à faire certaines choses ou à les différer. Voilà. Je me disais, mais ça, bon, là, ça va me faire trop pour aujourd'hui. Je le ferai demain, il n'y a pas d'urgence. Ou alors ça, bof, est-ce que j'en ai vraiment besoin de le faire? Quand on veut répondre à toutes les sollicitations extérieures, il y en a tellement, 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 et encore plus maintenant avec le numérique, que d'en laisser de côté, ça calme le jeu, ça fait du bien. Un médecin un jour m'avait dit, Valérie, il faut apprendre à lâcher prise. Alors, moi, vraiment, je comprenais rien à ce que ça voulait dire. Le jour où j'ai fait mon premier burn-out, là, j'ai compris lâcher prise, effectivement, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, laisser être les choses et les observer. Moi, ça, je l'ai expérimenté aussi. Quand on a commencé à faire notre réflexion avec Gilles, j'étais dans une posture militante parce que je viens d'une famille de militants et donc voilà, j'étais dans cette posture-là et je m'énervais un petit peu quand j'étais face à des gens qui comprenaient pas ce qu'on cherchait, qui s'y intéressaient pas. Et Gilles, bon, m'a fait beaucoup de bien. Il me disait, mais écoute, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais dis pas les choses comme ça. Tu obtiens l'inverse de ce que tu souhaites. Et c'est quand j'ai lâché prise, du coup, avec cette posture-là, que j'ai ressenti la tension dans laquelle elle me mettait. Voilà, c'est quand j'ai senti la détente que j'ai compris à quel point j'étais tendue avant, en fait. Quand on a lâché prise, et c'est ça que je trouve fascinant, eh bien, les choses, elles viennent tout simplement. Elles se font, elles s'enchaînent, et là, on se dit, mais c'est vrai, c'est ça le chemin. En fait, c'est là que je suis bien. Il y a des études neurologiques qui ont été faites sur quel était le ratio de positivité qui était nécessaire pour que on puisse se développer de façon, de belle façon pour soi-même, pour la santé. Et donc, ce qui avait été dit, c'est que quand on a 2 pensées négatives pour une pensée positive, on est en dépression en général. Alors déjà, rien que ça, est-ce que on est capable d'avoir que 2 pensées négatives pour une pensée positive dans le monde dans lequel on baigne en ce moment? Je suis pas sûre. Donc l'état dépressif, c'est global. Ouais. Après, on peut avoir un peu d'espoir quand on a une pensée négative pour une pensée positive. On garde seulement la tête hors de l'eau quand on a une pensée négative pour 2 pensées positives. Et on commence vraiment à être en vitalité optimale quand on a une pensée négative pour 3 pensées positives. Je crois que c'est très important de se dire ça et de se dire en fin de journée, je fais mon petit cahier de kiff, comme disait Elisabeth Sherman-Schreiber, sur lequel qu'est-ce qui a été chouette dans ma journée aujourd'hui. Et en plus de ça, envoyer le pouvoir de la gratitude, me remercier d'avoir été capable d'avoir été chercher ça, remercier la société d'avoir donné ça, remercier l'autre de me l'avoir apporté. Moi, j'en entendais parler dans mon cabinet de la pensée positive par des personnes qui l'utilisaient un petit peu comme un mécanisme de défense. C'est-à-dire, il faut positiver, faut surtout pas voir le négatif pour aller bien. Donc moi, au début, je pensais que la pensée positive, c'était ça. Et que donc, c'était pas très positif, quoi. Et en fait, c'est pas ça. Il y a un site penseepositive.net qui explique très bien ce qu'est la pensée positive et qui dit c'est le fait d'être en capacité d'avoir une position constructive face aux difficultés. Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue dite par une vieille dame qui disait « On ne combat pas l'obscurité, on apporte de la lumière. On ne combat pas le froid, on apporte de la chaleur. » Je suis allée voir Gilles et puis quand je lui ai dit ça, on a tout de suite associé sur « On ne combat pas la compétition sociale.
On ne combat pas la rivalité qui sous-tend la compétition sociale. On apporte de l'apparentement. Apporter de l'apparentement, au cas où vous n'auriez pas écouté les épisodes précédents, ça signifie agir en cohérence avec ce que nous appelons donc les 4 exigences fondamentales humaines de sens, de justice, de paix et d'amour. Et agir de cette façon, eh bien, ça contribue à nous rendre heureux. En tout cas, nous, il nous semble qu'on ne peut pas être véritablement heureux contre quelqu'un, ni au détriment de quelqu'un. Et le titre de notre podcast, Un avenir désirable, il est à entendre comme un avenir désirable pour tous. Ça m'amène à dire que dans mon équilibre personnel, le fait de me rendre utile, de me sentir utile, ça contribue vraiment à mon équilibre et à mon bien-être. Et ça, c'est depuis tout le temps. C'était déjà le cas donc dans le choix de mes professions. Et c'est vraiment ça qui me porte. Oui, moi je dirais que la posture sociétale qui permettra de rendre le monde meilleur, c'est l'union des uns avec les autres. On ne construit pas la société en ayant des individus qui vont décider pour tous. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à l'humeur ambiante, on se dit mais dans quel monde vivons-nous? Comment on va pouvoir s'en sortir? On a Greg Braden qui nous dit que racine carrée de 1% de la population, si elle ressent la paix, la guerre s'arrête. Il y a eu des études qui ont été faites sur ça, sur l'effet Maharishi. Donc, ils expliquent qu'un petit nombre de personnes méditantes, alors ça peut être par la prière, mais ça peut être aussi la spiritualité non religieuse, laïque. Oui. Donc, un petit nombre de personnes méditantes peut changer le monde. Et ils ont fait des expériences dans 11 villes des USA, où pendant que les personnes méditantes méditaient, le taux de criminalité a baissé de façon vraiment significative, et ça pouvait pas être dû au hasard. Il y a eu aussi l'expérience des casques roses au Liban en 88. Les combats se sont arrêtés, les soldats ont témoigné apparemment du fait que ils savaient pas trop pourquoi ils avaient posé les armes. Donc voilà, je trouve que ça, c'est comme tu le disais Valérie, c'est des choses qui donnent un petit peu d'espoir parce que on est dans un monde où là, enfin en tout cas en France, quand on voit comment les journalistes, les hommes politiques se débattent et tournent en rond autour de cette question de l'augmentation de la violence de la société, eh bien ça c'est une piste qui mériterait d'être explorée de façon sérieuse et ça donne un petit peu d'espoir. Surtout que la méditation transcendantale, alors moi personnellement, je pratique pas du tout la méditation. Peut-être que faudrait que je fasse un effort pour m'y mettre. J'ai lu que ce qu'ils appellent la méditation transcendantale, c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre, qui ne nécessite pas de changer son mode de vie. Enfin bon, voilà, c'est vraiment une voie qui peut donner quand même un petit peu d'espoir sur l'évolution de notre société. On est entraîné par des images auxquelles on veut souscrire parce que c'est ce qui est présenté comme étant la réussite. Voilà. La réussite, on peut aller la chercher à l'intérieur de soi justement avec ce mouvement de retournement. C'est quoi mon authenticité? C'est quoi mes vrais besoins? Qu'est-ce qui véritablement fait que je vais être heureuse aujourd'hui, va vraiment me lever? Et c'est là qu'est l'importance de toujours mettre de la conscience. C'est un travail qui se fait petit à petit. Quand on a pris l'habitude de mettre de la conscience dans ce que l'on fait, on se retrouve plus emprisonné dans un cercle qui ne nous appartient pas. Oui, des attendus sociaux. C'est ce qu'on a dit dans le 2e épisode quand on a fait la différence entre les personnes qui veulent réussir dans la vie et quand on se recentre sur soi et qu'on est dans un souhait de réussir sa vie. Ce que je peux avoir vu comme transformation dans mon comportement en étant à l'écoute de ces besoins authentiques que je n'avais jusque-là jamais écoutés, j'ai commencé à réussir à dire non. C'est pas tout simple de savoir dire non. Ah oui. C'est beaucoup plus confortable et facile de dire oui que de dire non. Et puis savoir dire non tout en ne justifiant pas. Non, c'est non. Oui, c'est ça. Ça ne me convient pas. Voilà, stop. Et tout ça, j'ai l'impression, repose sur notre éducation. Alors de base, oui. Je dirais que quand on a travaillé sur l'écoute de soi et l'amour de soi, c'est plus une histoire d'éducation, c'est une histoire de connexion intérieure. Oui. La joie de se laisser surprendre aussi. Et pas de se dire, de toute façon, aujourd'hui, il va rien se passer. Si, il peut se passer quelque chose à chaque seconde. À partir du moment où je suis ouverte à l'accueil de, il y a un truc différent. Et puis aussi à le regarder, cette différence, c'est-à-dire savoir l'apprécier. Je le garde dans ma petite armoire à kiff, et puis ça va me découvrir autre chose plus tard. C'est très intéressant là, parce que tu évoques la joie, et puis moi, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur.
Et je me souviens avoir eu l'opportunité de travailler avec des gens qui étaient dans l'apparentement, parce que ça se trouvait comme ça. Eh bien, il y a de la joie. Puis comme tu le dis, en fin de compte, elle arrive comme ça, hein, Elle et débarque. c'est ce qui nous... Oui, elle débarque. Parce que la joie, elle est véritablement dans nos relations. Oui, et les petites Hein, joies, même les la joie. micro-joies, vous n'en méprisez aucune. On a un besoin de nature, mais je pense qu'il existe chez tout le monde. Ça nous apporte de l'apaisement, de la tranquillité, on voit de la beauté, hein, de la magie, des choses qui peuvent être que dans la nature, hein, d'ailleurs. Et oui, la Un nature, arc-en-ciel, c'est dans la nature. Sans parler des animaux qu'on peut rencontrer. Il y a ceux qui travaillent sur la communication animale maintenant et qui rapportent des informations. On voit les animaux qui tombent malades parce que leur maître est en soins et qui vont jusqu'à l'épuisement, et le maître, au fur et à mesure où l'animal est malade, parce qu'il guérit de manière spectaculaire pour les soignants, et puis l'animal En fait, s'épuise c'est pas. ça. Donc il y a des correspondances qui fonctionnent d'âme. Là, on va pas dire que l'animal a parlé avec son maître. C'est toujours pareil dans l'intrication et le quantique. Oui, donc Valérie, on a été très intéressés par l'approche de Philippe Guillemant, dont tu nous avais parlé donc pendant la préparation de l'émission. Pour vous, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas Philippe Guillemant, c'est un physicien qui nous explique que les notions sur lesquelles s'appuyait la physique jusqu'à maintenant, c'est-à-dire donc les notions de matière, de temps et d'espace, ne permettent pas de comprendre les phénomènes étiquetés comme étant paranormaux. Alors que ces phénomènes peuvent être expliqués en se référant à des notions plus fondamentales, qui sont les notions de vibration, énergie, information. En approfondissant ces informations, nous sommes tombés sur des vidéos de Luc Baudin. Donc lui, en tant que médecin, il s'est intéressé de manière très pragmatique aux soins énergétiques, tout simplement parce qu'il en constatait les effets sur ses patients. Leurs deux approches convergent, mais pour être vraiment honnête, il faut dire que ça nous a bousculé quand même dans nos représentations habituelles. En même temps, c'est le principe même d'un changement, ça bouscule. Vous pourrez vous faire votre propre idée avec les liens mis en description. Ce que nous avons aussi particulièrement apprécié, eh bien, c'est qu'ils transmettent tous les deux leurs connaissances de manière accessible, et puis surtout qu'ils laissent chacun libre de penser. Alors pour revenir sur Luc Baudin, donc il explique que notre corps est constitué d'énergie, et puis que quand nous sommes en bonne santé, eh bien les énergies cosmiques, telluriques nous traversent et circulent sans entrave dans notre corps. Alors que si la circulation de l'énergie dans notre corps est entravée, ça crée donc un surplus d'énergie sur certains organes au détriment de certains autres, et c'est cela qui aboutit malheureusement à la maladie. Eh bien, merci à toi, hein, Valérie, d'avoir été l'étincelle qui nous a permis de prendre conscience donc de cette dimension énergétique. La force du mental, c'est quelque chose qui est plus compréhensible pour chacun. Oui. Mais c'est la force du cœur. Tout à l'heure, je le disais, la force magnétique du cœur supérieure à celle du cerveau. On a ce réacteur. Ben, ça voudrait dire que si on disait aux enfants, c'est votre cœur là qui est le plus important, hein, parce que finalement aujourd'hui on peut dire que c'est lui qui développe le plus d'énergie. Eh bien, ça nous impacterait à voir le monde autrement, enfin à fonctionner peut-être autrement avec ces informations-là. Moi, je reste persuadée que c'est en train de Non, se mettre en place. c'est en train déjà. Et d'autant que les enfants, justement, ils arrivent avec des perceptions qui sont pas les mêmes. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'avoir des prises de conscience, j'avais 30 ans. Mon fils, il avait 8 ans ou 10 ans, il les avait déjà. Je dis, wow. Je reste confiante sur la capacité des enfants de maintenant à créer un monde qui ira vers beaucoup plus de bienveillance. Le bien-être au travail, c'est quelque chose, moi, quand j'ai commencé à travailler, la qualité de vie au travail, ça n'existe pas du tout. Maintenant, ça fait partie des lois quand même. Oui. Pour certains, ce sont des croyances, pour d'autres, ce sont des vérités. Pour moi, c'est une évidence. On ne dispose pas que d'un corps physique, on a aussi des corps subtils, et on peut travailler sur ces corps subtils pour arriver à une réharmonisation. Et ça fait quoi? On ressent quoi? Ah, alors là, quand on rentre sur ce sujet, ça n'appartient qu'à soi. Hein, donc, d'accord. Voilà. Excuse-moi. Donc mais je peux en parler, mais il ne faut pas croire que vous allez vivre la même chose. C'est ça qu'il faut entendre. Il y a des personnes qui reçoivent des techniques énergétiques et qui je sais pas trop, parce que le corps est encore assez fermé. Ah oui. Au fur et à mesure, on rentre dans les corps et ça commence à avoir plus de sensations. D'accord. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont des sensations assez rapides et ça m'envoie dans des images assez denses, Ah oui. dans des mondes assez lointain.
Et dans des images, tu dis. Moi, ce sont des images qui se présentent à moi et qui me nourrissent, en fait. Et tu peux les revoir après. Enfin, tu vois, ces images-là, après, tu peux les rappeler. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on s'en rend compte tout de suite quand c'est le mental ou l'histoire. Parce qu'on s'en souvient pas. D'accord. Alors, quand c'est pas le mental, alors là, ça revient, pouf, d'un coup. D'accord. Comme ça. Marrant, ça. Moi, je sais que quand j'entends quelque chose qui m'intéresse, par exemple, je suis en voiture et à la radio, il y a un truc qui m'intéresse, pour être sûr de pas l'oublier, j'éteins la radio. Ça me ramène à ce que tu disais de l'intériorité. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de prendre ce que je viens d'entendre, de le mettre à l'intérieur de moi, de le laisser maturer quelque part. Et parfois, quand c'est quelque chose que j'ai pas très bien compris, dès que je peux, je m'arrête pour noter. J'ai un petit carnet dans ma voiture pour noter parce que comme je l'ai pas très bien compris, je suis pas sûre de le garder en mémoire. Et c'est ça qui me permet de cultiver mon intériorité en me nourrissant comme ça de choses que j'entends, sans être envahie partout. Je stoppe le flux entrant. J'arrive à ne pas me laisser emballer par le mouvement, la rapidité du monde extérieur. On est submergé par trop d'informations. Et à un moment, notre cerveau, il sait plus faire. Le repli sur soi, c'est bien, mais que c'est pas non plus satisfaisant pour l'équilibre et que faut arriver à gérer le. Je considère que je vis en semi-ermitage. Et ce semi-ermitage, c'est celui qui me permet de conserver l'équilibre que j'ai fini par retrouver. Alors, peut-être l'avez-vous remarqué, mais nous avons un point commun tous les trois. Nous nous écoutons. Mais l'expérience de Valérie montre qu'avoir un métier ou une activité qui fait vraiment sens, peut conduire à ne pas s'écouter. Donc Valérie a appris à le faire et son approche a enrichi notre réflexion. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous avez pu remarquer que Anne et moi étions très centrés donc sur la recherche de sens. Nous le sommes toujours, mais Valérie nous a fait remarquer pendant la préparation de l'épisode que les 4 exigences fondamentales peuvent être prises en partant de l'amour. Donc l'amour véritable. Il faut entendre par là qu'il n'est pas perverti par le trop d'ego. Donc, l'amour véritable fait qu'on accède à la paix et à la justice, et c'est ça le sens que prennent alors nos actes. Merci à toi Valérie d'avoir consacré du temps et de l'énergie à la préparation de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir écouté. Nous espérons qu'il vous aura apporté quelques idées pour vous recentrer sur votre être, si besoin en est, et aussi pour oser résister aux éventuels attendus sociaux qui viendraient vous entraver dans cet épanouissement. Vous trouverez en description des liens en rapport avec les ressources que nous avons évoquées. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, ça pourra toujours aider d'autres personnes. Dans le prochain épisode, nous interrogerons le fonctionnement des organisations pyramidales. Si ce podcast fait sens pour vous, n'oubliez pas de vous abonner et si possible, faites-le connaître à l'un de vos proches. Ça contribuera à sa diffusion et ça nous fera très plaisir. Merci encore et rendez-vous au 10 avril. Paré pour la grande aventure, pour d'autres reflets de l'humanité. Loin des vents cruels, perturbant nos rêves, nous partirons troquer nos armures sans cailloux dans nos souliers. Pour continuer à danser, un vent nous guide et nous entraîne, dissipant les ombres et la noirceur du monde, pour triompher du pire, gagner le meilleur. Au jardin des espérances, nous traversons avec aisance, actionner l'aiguillage, tout remettre à la page, offrir notre plus belle fréquence sonore. Sens, justice, paix, amour. Sens, justice, paix, amour. Au jardin des espérances, nous traversons avec aisance, actionner l'aiguillage, tout remettre à la page et s'unir pour de plus belles fréquences sonores. Sens, justice, paix, amour. Sens, justice, paix, amour. Sens, justice.
justice, paix, amour.